On termine cette partie sur les environnements littoraux actuels et récents en parlant des embouchures. Alors les embouchures, il y en a 3 grands types, qui sont les deltas, les estuaires et les lagunes. Il y a tout un tas de facteurs, hein, qui vont jouer sur le fait qu'on a, l'un ou l'autre, mais il y a quand même quelques éléments de différence, heu, enfin de contraste entre ces 3 grands types d'embouchures que je vais essayer de souligner. Sur la côte atlantique, on a une lagune, on a un estuaire, on n'a pas de delta véritablement. On parle de delta de l'Aller au fond du bassin d'Arcachon, mais c'est quand même un truc interne, dans ce cas-là, à une lagune. Et en fait, on a une première différence assez fondamentale entre les estuaires et les lagunes d'un côté et les deltas de l'autre. Les estuaires et les lagunes, ça va correspondre à des embouchures qui sont relativement vastes et tous les dépôts de sédiments qui sont amenés par les rivières, vont se faire dans cette embouchure en totalité, c'est le cas d'Arcachon, ou en partie, c'est le cas de l'estuaire de la Gironde. Ça veut dire que les dépôts se font, en fait, à l'arrière du trait de côte, si vous voyez ce que je veux dire avec ça. Dans le cas d'Arcachon, effectivement, tout se fait dans le bassin en lui-même. Dans le cas de l'estuaire de la Gironde, c'est en partie les sables qui sont amenés par les rivières se déposent intégralement dans l'estuaire. Les argiles commencent à sortir de l'estuaire, enfin sortent de l'estuaire depuis 2000 ans, parce qu'on commence à manquer de place dans l'embouchure. Mais bon, majoritairement, quand même, les dépôts se font, à l'arrière du trait de côte. Dans le cas des deltas, c'est totalement différent. Il y a pas du tout de place dans l'embouchure, donc tous les dépôts, tous les sédiments qui sont amenés par la rivière vont se déposer à l'avant du trait de côte. Alors encore une fois, je vous l'ai dit, hein, il y a plein d'éléments qui vont jouer, dans le fait qu'on ait affaire à un estuaire ou un delta, mais à l'échelle des côtes européennes, il y a un élément qui est, assez, marquant et visible pour qu'on puisse le souligner. Voilà, si on regarde les deltas, la répartition des deltas et des estuaires en Europe, en fait, on voit que ça dépend de l'espace dans lequel on peut accumuler des sédiments dans l'embouchure. J'ai dit ça dépend du marnage. Donc en fait, quand on a un marnage très faible, c'est le cas en Méditerranée, il y a très peu d'estrants, on n'a pas de place pour déposer des sédiments dans l'embouchure et donc tous les grands fleuves méditerranéens forment des deltas. Je vous en montre juste 5. Alors ils ne sont pas à l'échelle. Vous avez l'Èbre, vous avez le Pô, vous avez le Nil, vous avez le Danube et vous avez le Rhône. Dans le cas de l'Èbre et du Pô, c'est particulièrement net, hein. On voit bien que les dépôts se font à l'avant du trait de côte et forment cette espèce de alors delta, hein, ça fait référence, à la forme du triangle ou de la lettre delta en grec. C'est un peu moins net dans le cas du Danube et du Rhône, mais quand même, hein, on voit bien cette avancée et puis bon, dans le cas du Nil, voilà, également. Tous les grands fleuves méditerranéens forment des deltas. Il n'y a pas d'estuaire de grands fleuves en Méditerranée. Inversement, sur les côtes atlantiques, où on a un marnage qui est beaucoup plus important, on a de l'espace dans les embouchures pour accumuler les sédiments et donc les grands fleuves forment tous systématiquement des estuaires. Les 4 grands estuaires français, alors là, c'est vraiment à l'échelle, la Gironde qui est de loin le plus vaste et qui, conséquence, est l'un des moins aménagés, celui qui présente le plus de caractère naturel. Ensuite, on a la Loire et la Seine. Alors la Loire est aménagée beaucoup plus que l'estuaire de la Gironde, mais beaucoup moins que l'estuaire de la Seine. En fait, l'estuaire de la Seine a perdu pratiquement toutes ses caractéristiques naturelles, de fait de la présence du port du Havre, entre autres, hein. Et puis ici, vous avez l'estuaire de la Somme. Le point commun, entre tous les estuaires, c'est cette forme qu'ils ont assez caractéristique en entonnoir. Voilà, donc ça, c'est, quelque chose de vraiment marquant dans le cas des estuaires et je vous expliquerai après à quoi c'est dû, quand on parlera du cas de l'estuaire de la Gironde. La Somme est en cours de régularisation actuellement, hein, le profil en entonnoir, il n'est pas encore parfait, mais la Somme est en train de l'acquérir. C'est dû simplement au fait qu'elle amène moins de sédiments que la Gironde, la Seine ou la Loire. Voilà et la Gironde, hein, je la compare là, juste là, à 2 autres, grands estuaires européens cette fois-ci, à peu près de taille comparable. Donc là, vous avez l'estuaire de l'Elbe, ça c'est Hambourg et donc ici la mer du Nord et puis je vous ai parlé tout à l'heure de l'estuaire de la Séverne, donc entre Cornouailles et Pays de Galles. Voilà et vous voyez qu'il y a pas forcément besoin d'une rivière importante pour avoir un estuaire important. Donc en fait, il y a voilà, il y a pas forcément de lien entre,
entre le type d'embouchure et la taille du fleuve, auquel il est relié. Bon, tout ça, c'est bien beau, ça ne nous intéresse pas pour ce qu'on va voir cette semaine. Alors maintenant, je vais parler plus précisément des estuaires et des lagunes, c'est-à-dire les embouchures qu'on a sur la côte aquitaine. Quelle est la différence entre un estuaire et une lagune? Dans le cas d'un estuaire, c'est une rivière avec un débit relativement important et en fait, le débit du fleuve est suffisant pour maintenir l'ouverture. Donc en fait, même, dans le cas d'une dérive littorale importante, c'est ce qu'on a vu pour l'estuaire de la Courbe, en fait, la dérive littorale ne peut absolument pas fermer l'embouchure et l'embouchure se maintient ouverte du fait des écoulements fluviatiles. Alors il y a quand même des phénomènes extrêmement complexes dans les estuaires d'interaction entre la marée et les écoulements fluviatiles, voilà, mais ça, c'est, tout à fait hors sujet pour nous. Dans le cas d'une lagune, le débit des fleuves est totalement insuffisant pour maintenir l'ouverture. C'est les courants de marée qui maintiennent l'ouverture. Autrement dit, la lagune, elle a une certaine superficie. Donc en fait, on a un certain volume d'eau entre la pleine mer et la basse mer qu'on doit impérativement écouler de l'intérieur de la lagune vers l'océan à chaque marée, en 6 h 25 minutes. Donc en fait, la taille du plan d'eau, elle est déterminante. Dans le cas d'Arcachon, je vous donne juste des chiffres estimatifs, mais enfin vous allez voir tout à fait où je veux en venir. 60 mètres cubes seconde, c'est le débit de la Leyre, et là on est en crue. En fait, beaucoup plus classiquement, c'est 20 mètres cubes par seconde. 40 000 mètres cubes par seconde, c'est le débit euh, de l'eau qu'on doit évacuer en vives eaux entre l'intérieur de la lagune et l'océan. Voilà, donc on voit qu'effectivement, c'est les courants de marée qui maintiennent l'ouverture et absolument pas le débit du fleuve. Quelques mots sur l'estuaire de la Gironde. Bon, j'y reviendrai dans le quatrième diaporama quand on parlera de l'histoire. Simplement, vous voyez, quelque chose qui est assez caractéristique dans le cas de tous les estuaires, c'est que vous avez une zone interne où il y a des îles. Alors ces îles, en fait, ce sont les sédiments sableux qui sont amenés par le fleuve, qui sont en train de progresser vers l'embouchure, mais en fait, ils en sont encore très loin. Ils ont progressé d'à peu près 10 kilomètres vers l'aval depuis le Moyen Âge et ils sont actuellement arrivés ici. Donc il faudra encore beaucoup de temps avant que ces sédiments sableux n'atteignent l'embouchure. Les sédiments argileux, eux, ils ont voyagé plus rapidement, mais déjà ils sont en quantité plus importante. Voilà, donc en fait, ils commencent à sortir de l'estuaire depuis à peu près 2000 ans. Mais on a quand même toujours une partie qui s'accumule à l'intérieur. Voilà, et ce qui sort, ça va en partie sur la plateforme et en partie dans la baie de Marennes-Oléron. Toute petite, considération morphologique, sur les rives de l'estuaire, en fait, on a toujours un contraste entre les 2 rives de l'estuaire et qui, marche de façon inverse entre la partie interne et la partie externe. Dans toute la partie interne, là, on a plutôt des côtes, avec des collines, donc relativement élevées du côté médocain. Bah, c'est toutes les terrasses de galets et puis les calcaires oligocènes qui supportent les vignobles du Médoc, alors qu'en face, on a cette très, très large ici zone de marais, marais de Saint-Cyr-sur-Gironde, au niveau duquel est située donc la centrale, nucléaire du Blayais. Et puis à partir de là, en fait, la tendance s'inverse. C'est-à-dire que, dans la partie aval de l'estuaire, les côtes médocaines sont des côtes très basses, c'est les marais dont j'ai parlé tout à l'heure, alors que les côtes charentaises, elles, deviennent des côtes élevées avec, les affleurements, donc des calcaires du Crétacé, qui forment des falaises mortes jusque vers Mortagne et des falaises vives, actuelles dans tout le secteur entre Talmont et Royan, où on sera le lundi. Et également quelques mots sur le bassin d'Arcachon. Alors là, je vais évoquer assez rapidement des choses complexes, mais pour que justement essayer de vous faire, prendre conscience de la complexité de ce de ce type d'environnement. Une très belle image, à marée basse du bassin d'Arcachon. Alors très belle image, sauf que malheureusement là, il manque toute la partie des passes, donc c'est pour ça que j'utiliserai un zoom tout à l'heure. Voilà, vous voyez toute la partie interne et vous voyez ce système de bancs, alors sablo-argileux, sur lesquels sont installés, tous les parcs à huîtres. Localement, ça s'appelle dans le bassin d'Arcachon des crassats et ça, c'est un environnement qui est soumis à la marée. Donc c'est exactement le type d'environnement que j'ai décrit tout à l'heure, c'est des marais avec la petite particularité quand même que dans le bassin d'Arcachon, il y a très peu de sédiments argileux qui arrivent. C'est essentiellement des sédiments sableux. Donc voilà, hein, c'est un caractère un peu particulier par rapport à des marais classiques, comme dans les Soeurs de Gironde. Et puis après, à partir de là, là, vous avez tout le système des bancs de sable, des passes du bassin d'Arcachon, univers extrêmement mobile et extrêmement complexe avec 2 éléments que vous voyez ici, la dune du Pilat
et puis ici, un banc de sable qui est fixe et en partie émergé, qui s'appelle le banc d'Arguin, mais qui n'a pas toujours été, enfin qui n'a pas toujours existé, hein. Je zoome sur la partie sud du bassin d'Arcachon, tout simplement pour qu'on arrive à voir ce qui se passe, ici du côté océan. Vous voyez très clairement là la houle qui vient se briser sur tous ces bancs de sable. Donc la houle océanique se brise à cet endroit-là et dès qu'on a dépassé ces bancs de sable, il n'y a plus de houle océanique. Le bassin est suffisamment important pour que le vent puisse soulever un clapot, mais qui n'a strictement rien à voir avec les houles, de tempête qu'on peut avoir sur le littoral. Ici, là, vous avez le delta, ce qu'on appelle le delta de la Leyre, sur lequel je fais un petit zoom, voilà, qui est un delta sableux. Alors, sablo-argileux, en fait, c'est un environnement qui, quand on le voit à cette, échelle-là, a l'air assez fortement anthropisé, mais quand on ira se balader, nous, du côté de la réserve ornithologique, vous verrez quand même que ça a un aspect très naturel, heu, enfin très sauvage. Bon, moi je reviens là sur ces bancs de sable. Alors qu'est-ce qui se passe, hein? Vous avez, les courants de vidange à chaque marée. Le courant de jusant, c'est-à-dire le courant, au moment de la marée descendante. En fait, hein, il emprunte ces grands chenaux ici, puis, il est plaqué contre le cap Ferret. En fait, il emprunte cette grande passe et puis ces petites passes secondaires que vous avez ici. Et comme la vidange du bassin d'Arcachon, ça prend quand même un certain temps, bah, en fait, elle continue même quand la marée commence à remonter. Donc en fait, quand la marée remonte, elle ne peut pas emprunter le même chemin, donc en fait, elle passe ici par ce qu'on appelle la passe sud, entre la dune du Pilat et le banc d'Arguin. Et puis ces courants-là, ils sont extrêmement puissants et donc vous avez quand même toujours ce courant de dérive littorale là qui amène 600 000 m3 de sable par an et en fait ce sable, bah, il a, certaines difficultés à arriver à franchir, ce système de passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Et là je vous la fais simple, hein. En fait pendant, tout un moment, bah, vous avez le sable qui arrive ici et puis qui s'accumule là dans ces bancs de sable, à l'amont de la passe. Donc ces bancs de sable s'engraissent, grossissent et du coup la passe elle est de plus en plus déviée vers le sud, de plus en plus plaquée contre le banc d'Arguin, jusqu'à un moment où en fait la courbure devient trop importante et en fait les courants de marée, enfin le courant de jusant à un moment donné va décider, bah, de couper court. Il va abandonner la passe là qui est trop au sud et trop incurvée et il va prendre une passe secondaire au nord et il va l'élargir. Donc en fait assez brusquement, là on va avoir tout un paquet de sable qui est ici, qui jusque-là était rattaché à la côte au nord, bah, qui du coup va pouvoir venir se rattacher là au banc d'Arguin et puis passer au sud. Donc en fait, le transit du sable du nord vers le sud se fait pas du tout de façon continue comme sur le reste du littoral, mais ça se fait par gros paquets, ce qu'on appelle des wagons sédimentaires et on estime qu'il y a un cycle d'à peu près 80 ans, voilà, dans l'évolution des passes du bassin d'Arcachon et puis ces paquets de sable qui viennent se rattacher régulièrement à la côte qui est au sud. Donc voilà, un environnement extrêmement complexe, on n'a pas tout compris, extrêmement mobile. Toute tentative d'aménagement est évidemment illusoire. Voilà, il faut simplement, ce genre d'environnement, arriver à le comprendre et puis, faire avec et en fait, c'est ce que font les hommes depuis très longtemps dans cet environnement. Oui, petit zoom, alors donc nous, on ira sur ce banc de sable qui est ici, là. Alors ce banc de sable s'appelle le banc du Moulot. Il a un intérêt, c'est que c'est un rare banc de sable qui soit accessible à marée basse depuis la plage. Voilà, donc nous, on ira sur la plage du Moulot. Vous voyez qu'il est, alors il a une forme que je vous expliquerai sur le moment et puis vous voyez qu'on a tout un système de dunes hydrauliques, hein, ce qu'on appelle des mégarides ou des dunes hydrauliques. Voilà, et en fait, ce qu'on fera nous à marée basse, c'est qu'on ira se balader là sur ce banc de sable et on essaiera de creuser des tranchées à la pelle pour voir comment ça fonctionne. Ces rides, c'est exactement les mêmes, actuelles, actives, que celles que vous avez vues l'an dernier à Somane de Vaucluse, sous le village.